Bonsoir à tous, bienvenue à la prochaine partie de la soirée qui est dédiée aux prestations scéniques. Vous aurez la chance de voir du théâtre, de l'humour, de la chanson et des œuvres multidisciplinaires. Vous aurez également accès à l'intention créatrice des étudiants à travers un bref résumé de leur création, de leur processus de création. Avant de commencer, un petit mot d'avertissement. Certaines œuvres présentent un langage choquant ou des éléments crus qui pourraient ne pas convenir à toutes les sensibilités. Mais maintenant, la première performance que vous allez voir est le projet d'Édouard Paradis. Édouard souhaite intégrer une école de théâtre. Ce processus d'audition s'étale sur plusieurs mois et débutera en janvier prochain. La scène de dialogue qui vous sera présentée est celle qu'Édouard et son partenaire joueront lors des auditions. Ils travaillent avec un coach ainsi qu'avec leur professeur sur la mise en scène et sur la construction du personnage. Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir les 6 premières minutes de la pièce Gagarinway, une comédie noire tout en small talk qui évoque l'univers de Quentin Tarantino. Gagarinway est une pièce écrite par Gregory Burke en 2001. D'origine écossaise, elle a été traduite en français par Yvan Bienvenu. Cette comédie noire, qui véhicule un message politique sur la mondialisation, raconte l'histoire de 2 employés d'usine, Eddie et Gary, qui kidnappent un patron étranger avec l'aide d'un garde de sécurité, Tom. Au début de la pièce, Eddie et Tom se retrouvent dans un entrepôt d'usine en attendant l'arrivée de Gary qui doit bientôt arriver avec le patron kidnappé. Dans le rôle principal d'Eddie, Édouard Paradis, et dans le rôle de Tom, Thomas Freitas Bourassa. C'est pas lui, Chris. Non? Non. C'était qui? Je sais pas, là. Un souffle qui tournait. Pourquoi tu choques? Je sais pas. Arrête. Excuse. Je suis juste, nerveux, là. Pas besoin de s'énerver, là. C'était un peu trop vite pour être Gary, anyway. Fait que... Qu'est-ce que tu disais sur Sartre? Je disais rien. C'est toi qui en parlais. T'as dit que c'était un plein de merde. J'ai jamais dit que c'était un plein de merde. Oui, jamais! J'ai dit que j'y donnerais le crédit pour ce qu'il a fait. Il a trouvé des beaux petits titres pour ses livres, là, hein? L'être et le néant! C'est un Christ de beau titre pour un livre. Mais, fallait qu'il lui donne des beaux petits titres s'il voulait les vendre avant que le monde se rende compte de la merde qu'il y avait dedans. D'un point de vue. J'ai jamais compris pourquoi le monde tripait de ça autant, anyway. Il passait ses journées assis dans un café avec ses gros yeux de poisson. Je veux dire, s'il était si brillant que ça, Chris, comment ça se fait qu'il s'est complètement fait fourrer par Jean Genet? Qui? Jean Genet. Qui ça? Un voleur! Un voleur? Ouais, pis pas juste un petit bum, tu sais, un pickpocket endurci. Pouvait pas s'empêcher de prendre ce qui était pas à lui. C'est fin, ça? Il écrivait un brin en style tu sais. Je veux dire, même dans ce temps-là, tout criminel qui se respecte se devait d'avoir un à côté littéraire. Il a chié un paquet de livres sur son promenage, là, parsemé d'exploits de voleurs pis de passes de cul. Il le vendait pas cher, son petit cul, hein? Certes, lui, il trouvait ça génial, fait qu'il l'a comme adopté, comme tu sais, comme un phénomène de cirque, hein? Quelque chose où quelqu'un qui traîne un party pis tout, hein?
Un number de cabaret. Le monde se pouvait plus de lui dans les soirées mondaines, là. Le clou du spectacle. Tu le sais bien, hein? Il n'y a rien que le monde aime plus qu'avoir la visite guidée de la vie d'un criminel de métier. Puis, si t'as l'emphase braillante pis miséreuse pour baquer ça, t'en fais en crise du cash. Y'en a-tu fait? Du cash? Ben, c'est beau. Tu vois? Je pense pas que l'argent de l'écriture ou n'importe quoi d'autre, il aurait jamais suffi à se défaire de ses tendances naturelles. C'est fréquent comme job, hein, l'écriture. Faut que t'aies quelque chose d'autre vers quoi te tourner. Voler, c'est ce qu'il connaissait de mieux. Seul problème, il arrêtait pas de se faire pogner. Il y avait un truc en France, là, je me souviens pas comment ils appelaient ça, comme les Américains, là. Tu sais, si t'arrêtes pas de te faire pogner pour le même crime, c'est pas une perpète. Three strikes and you're out. Oui, mais les Français avaient un mot pour ça, là. Là, quelque chose ou le quelque chose. Je m'en souviens pas. Mais oui, il arrêtait pas de se faire pogner, fait qu'il s'est retrouvé en dedans à la vie pour avoir eu les doigts les plus longs de France. Mais ça, c'est pas la meilleure, hein? N'importe quel citoyen moyen aurait pu dire « Bon débarras, crisse-moi ça Devil's Island, puis perds la clé. » Mais pas les crises d'intello, hein? Quand ils ont su, toi et tes deux kafirs sont trouvés à la tour de la maison pour réclamer sa libération. Puis pourquoi, tu penses? Je sais pas. Jean-Paul Sartre a sorti une de ses théories qui démontrait qu'en fin de compte, Genette n'était pas vraiment un voleur. Ah non? Rien à voir avec la kleptomanie, pas en tout. Tout ce que Genette faisait, c'était s'affirmer en termes existentialistes en choisissant d'être celui que le monde disait qu'il était depuis tout petit qu'il avait commencé à appliquer. Tu as déjà entendu des niaiseries de même? Votre honneur, c'est de la faute des philosophes. C'est eux autres qui m'ont poussé à le faire. C'est donc ça en cours ici, ouais. En dedans pour foutage de gueule. Donnera même une couple d'années de plus pour leur avoir fait perdre le temps. Mais, en France, plus la bullshit intello tient pas de bout, plus vite le monde y embarque. Ils l'ont relâché? Faut pas leur mettre en liberté assez vite. Incroyable. Puis, avec la nouvelle excuse en béton de Jean-Paul Sartre, fait continuer à faire aller ses petits doigts partout où est-ce qu'il voulait. Commencer par la faute de Mansart, puis sauver sur la pointe des pieds avec l'argent de sa mère. Ça prouve la théorie. Je veux dire, le gars est peut-être l'exemple vivant numéro 1 de ce que tu veux prouver, mais la dernière chose que tu as besoin après une journée de baragouinage sur la rive gauche, à essayer de prouver qu'on est tous des sujets parmi les objets, c'est te rendre compte que tu es un sujet parmi pas mal moins d'objets à ce que tu as fait sortir Jean-Genette prison. L'enfer, c'est les autres. La prochaine personne à monter sur scène a décidé de nous faire un numéro de stand-up. Il aimerait faire le métier d'humoriste plus tard et il va voir ce soir s'il a une chance de percer dans le milieu ou non. L'année passée, ce jeune homme avait suivi un cours à l'école de l'humour et avait trouvé difficile d'écrire un texte continu drôle. Il trouvait avoir eu de la facilité à trouver des blagues à l'oral, mais à ne pas réussir à les mettre à l'écrit.
Il s'est alors donné le défi d'écrire un texte qui n'allait pas dans toutes les directions, mais qui tournait plutôt autour d'un seul sujet précis. Il a modifié plusieurs fois son texte et est allé demander de l'aide à plusieurs personnes du milieu de l'humour. Son but était également de réfléchir à une manière de faire des blagues un peu crues, mais avec bienveillance. Sa dernière étape dans le processus de création, avant de vous le présenter ce soir, a été d'aller présenter son numéro en open mic. Il est allé le tester à 3 reprises, au Terminal, au Pub du Vieux-Saint-Hubert et au Saloon 2656, afin de voir si les blagues étaient bonnes et marchaient. Il faut savoir que ces 3 publics tests ont échoué lamentablement le test, donc en espérant que vous allez mieux le réussir. Mais sur une note plus sérieuse, si vous aimez une blague, n'hésitez pas à applaudir et à rire fort, ça va lui donner du courage et de l'encouragement. Aussi, ne parlez pas à l'humoriste, sauf s'il vous adresse personnellement la parole, ce qui, spoiler alert, n'arrivera pas. Mais donc sur ça, on peut déjà commencer à l'applaudir bien fort, le beau, le grand, l'incroyable Thomas Frétos-Bourassa! Allô? C'est moi. Mais comment ça va, vous autres? On va commencer? Fait que je pensais à ça récemment. Les Grecs ont quand même inventé les Jeux Olympiques, un événement où à la base on allait volontairement garder des hommes fraîchement épilés, trimés, huilés, avec la graine à l'air, courir en rond pour essayer de déterminer c'est quel le plus fort de la gang. C'est quand même un crise de concept, là. Surtout que aux premiers Jeux Olympiques, tu sais, les trucs que tu retrouvais comme le lancer du poids puis le lancer du javelot, c'était des habiletés que tu utilisais à la guerre. Mais aujourd'hui, à quel moment est-ce que tu réalises que t'es bon en lancer de poids, là? Tu sais, t'es en retard vers la job, t'as toujours pas trouvé ton kid à la garderie, oh shit, elle s'en vient dans le rétro, là. T'es prêt, Timmy? Yeah! C'est quand même 30 livres à 20 ça? Je vais m'inscrire aux Olympiques. Puis, tu sais, lancer de poids, lancer de javelot, on a déjà vu ça. Tu sais, les sports aux Jeux Olympiques sont répétitifs. Moi, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est rajouter des nouveaux sports. Juste pas des désastres. On a déjà eu droit à ça, de la nage solo synchronisée aux Jeux Olympiques. De la nage solo synchronisée. Synchronise avec quoi, au juste? Le battement des vagues sur le bord de la piscine, tu sais... bring back la tectonique. Puis, après ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce qu'ils vont nous donner du ski lancé, du lancer de haie, du breakdance désynchronisé? Yo, ça, l'Australian Reagan, elle aurait été fucking forte à ça. Puis, non, moi je pense que s'ils rajoutent des nouveaux sports, ils doivent les rendre plus d'actualité. Les Finlandais avaient eu cette idée de génie au début des années 2000, le lancer de téléphone portable. Le concept hyper simple, lancer un téléphone portable le plus loin possible. Ce qui était bien en plus avec ce sport-là, c'est que tu n'avais pas besoin de te doper avant pour bien performer. Tu demandais à quelqu'un de t'envoyer un message un peu pompant avant de lancer, là, pour lancer le mieux que tu peux, tu sais... Chérie, j'ai garoché le kid par la fenêtre du champ. What the fuck? Puis, parlant de mauvaise façon de se doper, y a-t-il du monde qui ont entendu parler du perchiste français qui a été disqualifié à cause de... à cause de son immense chibre. Le gars, tout se passe bien pendant son saut, puis là, il arrive à la descente et sa troisième jambe, parce que oui, c'est le cas de dire, avec la taille qu'elle avait, frappe la barre, tombe à terre, disqualifié. Non, mais y a-tu quelqu'un qui va aller lui dire au gars que le Viagra, c'est pas un produit dopant? Puis, tout ça, ça m'a un peu fait perdre foi en les Olympiques. Je trouve plus ça tant impressionnant. Non, moi, maintenant, ce qui m'impressionne vraiment, là, ce que je trouve wow, c'est les Paralympiques. Mais, t'as-tu quelque chose de plus impressionnant que ça, là? Y a-tu du monde qui ont vu l'homme tronc brésilien qui nous fait le dauphin dans la piscine, là, puis qui réussit à clencher tous les autres nageurs? Le gars a plus de facilité à gagner ses nages que pour se rendre à la piscine elle-même.
Le gars, c'est même pas lui qui décide quand est-ce qu'il arrive à la piscine. Son accompagnateur, il manque son réveil le matin et lui, il est pogné dans son lit. Allô? Y a-tu quelqu'un? Puis, parlons de la job d'accompagnateur, là. C'est quand même une job rushante, tu sais. Salut, moi c'est Régent. Je suis accompagnateur de personnes à mobilité réduite aux Paralympiques, plus précisément de Philippe juste ici. Oh shit, Philippe, ta compétition elle commence. C'est un crise de vous lancer, ça? Je vais m'inscrire au lancer de poids. Puis, l'homme tronc en natation, on l'a vu. Ce qu'on n'a jamais vu, par contre, c'est l'homme tronc en équitation, tu sais. Un peu d'aide, s'il vous plaît. T'inquiète pas, j'arrive, mon Philippe. Tais-toi bien, là. Ça serait fou quand même, là, comme concept, là. Mais avec tout ça, là, moi je pense que les Olympiques, on a pu voir une belle évolution depuis le début de ceux-ci. Tu sais, au début, les hommes couraient sans vêtements, puis aujourd'hui, ils peuvent courir sans jambes. Donc, merci, ça va être tout pour moi. Pour son projet Carte Blanche, Anne-Élisabeth Jolin a voulu reconnecter avec sa passion pour la musique. Depuis plusieurs années, elle chante et joue de la guitare, mais elle a toujours été naturellement vers l'interprétation plutôt que la création. Écrire et composer une chanson était encore un défi, mais elle avait la conviction de le surmonter un jour. Dans le cadre de ce projet de fin de session, elle a donc décidé d'enfin réaliser cet objectif de vie et d'interpréter sa propre chanson pour vous ce soir. Lors du processus de création, Anne-Élisabeth a remarqué que lorsque les temps sont durs, elle entendait souvent les mêmes phrases de consolation vides de sens. Ainsi, elle a voulu exprimer dans sa composition l'idée de ce masque que nous portons chaque jour pour camoufler notre vraie personne. Pendant 8 semaines, elle a écrit les paroles, composé la musique à la guitare, ajusté sa mélodie et pratiqué presque tous les jours pour maîtriser sa création. Cette œuvre très personnelle lui a permis de mieux se connaître et de partager sa vulnérabilité. Voici Anne-Élisabeth Jolin et sa chanson originale De l'autre côté de la porte. Ça va bien tout le monde? Oui! Hey, je vais vous parler un peu avant que le micro commence à fonctionner. Donc, voici ma chanson De l'autre côté de la porte. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout ce qui se transforme m'exaspère, car on reste ce que l'on est. Mais c'est pas comme ça qu'on est aimé. Quand l'existence est trop amère, que mon cœur est à l'envers, je vais retrouver mon repère. Mais ce bien n'est qu'éphémère. Quand l'espoir me tend la main, l'envie de m'exprimer enfin. Encore une fois, m'explique mon père que
rien n'arrive pour rien. Et demain un autre jour, mais j'attends toujours. Ce qui te tue pas te rend plus forte. Et garde la tête haute, ce n'est pas de ta faute. Vois ce que la vie apporte de l'autre côté de la porte. Je cache mes défauts en choisissant mes mots, car dans ce monde d'apparence, il faut suivre la cadence. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et garde à vous, mais regardez-vous dans le miroir pour être sûr que les autres veulent voir, pour ne pas décevoir. À force de sourire, ils vont y croire. Quand l'espoir me tend la main et m'invite à m'exprimer enfin, encore une fois, m'explique mon peur que rien n'arrive pour rien. Et demain un autre jour, mais j'attends toujours. Ce qui te tue pas te rend plus forte. Et garde la tête haute, ce n'est pas de ta faute. Vois ce que la vie apporte de l'autre côté de la porte. Et rien n'arrive pour rien. Demain un autre jour, mais j'attends toujours. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Et garde la tête haute, ce n'est pas de ta faute. Vois ce que la vie apporte de l'autre côté de la porte. Bonsoir. Le numéro auquel vous vous apprêtez à assister est celui de Léa Pilote. Pour son projet personnel, Léa avait envie d'accomplir un défi de jeu. Elle voulait plonger dans un texte traitant des sujets intenses, le travailler au maximum afin de le vivre de la tête aux pieds et de se surpasser au niveau de l'interprétation. Pour y arriver, sa démarche de création s'est étalée sur plusieurs semaines lors de répétitions et de moments à l'extérieur de l'école. Cette démarche a été axée sur la création de l'univers ainsi que de la personnalité du personnage, sans oublier la mise en place des actions qui donnent vie au personnage. Pour ce défi de jeu, Léa a choisi d'interpréter un monologue dramatique tiré de la pièce de théâtre Jocelyne Trudel, trouvée morte dans ses larmes, par Marie Laberge.
En résumé, cette pièce traite de la tentative de suicide de Jocelyne Trudel, qui se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Ses proches passent tour à tour dans sa chambre d'hôpital, lui rendent visite pour lui dire leurs derniers mots et tenter de la ramener à la vie. Dans ce monologue, c'est au tour de Carole, la meilleure amie de Jocelyne, de lui rendre visite. Bon spectacle. t'aimais, moi, maudite marde. Je l'ai pas assez fait voir. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais tu le savais, t'as pas d'avoir à faire ça, puis à laisser là tout seul! Hey, qu'est-ce que ça peut bien faire ton père pis ta mère? T'étais pas assez grande pour t'en passer. Penses-tu qu'ils font, moi, mes parents? Penses-tu que tout était parfait? Penses-tu qu'il n'y en a pas des bouts tout ce que je broyerais pas tellement c'est désespérant, pis plate, pis triste? Hein? Qu'est-ce que tu penses donc? C'est facile pour le reste du monde? Que les gars sont mieux avec moi, ou bien plus fins, ou bien plus vrais? Penses-tu que je me le paye, moi, le luxe d'aimer le monde? J'ai pas les moyens d'aimer personne, pas plus que toi, puis je continue pareil! Moi aussi, je travaille dans une maudite place où que personne me voit. Puis à soir, je vais aller boire dans un bar, puis les gars vont faire les mêmes maudites farces plates. Oui! Puis je vais rire. Puis je vais boire. Puis je vais peut-être même partir avec un gars. Puis ça va être comme d'habitude. Pas mieux pis pas pire, pis c'est le même qui ont vu pareil, en trop d'espoir, c'est pareil! Moi, je suis pareil, puis je t'offre, Chris, fait que t'as rien qu'à te faire. Arrête de demander plus que les autres pour te faire à ta tête, arrête de me laisser tout seul, Jocelyne, Chris! Si tu lâches, là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Comment je vais faire pour continuer? On se parlait au moins, on se comprenait, me semble, on chialait ensemble, ça, on l'avait. Ça faisait avant, Jocelyne. Ça faisait, pourquoi ça ferait plus? Je vais être là. Je te jure, je vais être là, je vais te parler, je vais te faire, je vais continuer. On s'en crise bien des autres, là, ils ont rien qu'à pas nous aimer. Jocelyne, tu vas voir. Je vais t'amener faire des pique-niques où c'est beau, puis vert, puis on va prendre des vacances en Europe. On va sacrer notre camp, on va aller voir ailleurs. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui me retient ici, Jocelyne. Jocelyne Trudel. Dis-moi qu'il y a quelque chose à faire. Dis-moi que c'est pas fini, là. Dis-moi qu'il y a un trou par quelque part où on peut s'en sortir. Quelque chose qui serait moins pire. Parce que, Jocelyne, si tu me laisses tout seul, là, je suis même pas sûre d'avoir envie.
suis même pas sûre pantoute de trouver ça assez drôle ici pour te faire. Mais si t'es là, au moins je suis sûre d'être en vie. Hey, parce que qu'est-ce que tu penses que ça fait aux autres que je me sente morte ou pas? Jocelyne, j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin d'avoir une qui est comme moi pour être sûre que je peux pas, que je peux pas, que je peux pas. Laisse-moi pas tout seul avec ça, Jocelyne, t'étais pas tout seul. Je vais être là, moi. Non, je peux pas, là, fais-moi pas ça. Les autres, ils s'en sacent tellement. Ils partent tout le temps, là, ils sont capables de te payer tout seul, les autres, mais pas moi. Pas moi. Je vais être là, je vais être là, je vais être là, je vais être là, je vais être là. Je lâcherai pas, là. Jocelyne, peut-être que j'ai des croches, mais on va se recrocher encore, on va se tenir. J'ai peut-être été croche, mais là, je vais être là, je te lâcherai pas, mais tu m'as rien dit. T'as fait comme tout le monde! T'es pas mieux, Jocelyne! T'es pas mieux! Mais va-t'en pas, là. Laisse-moi pas. T'es rien qu'une estie de t'en aller, hein. Laisse-moi pas tout seul. Et maudite marde que j'aimerais ça être hier. Pour son projet de création personnelle, Camille voulait se donner un défi de jeu. Elle a donc choisi d'interpréter un monologue qui s'éloigne de son casting habituel et qui rejoint une gamme d'émotions qu'elle n'est pas habituée de jouer. Elle désirait également faire une scène abordant la thématique de la santé mentale et sur l'ambiguïté de la mémoire. C'est pourquoi elle vous présentera maintenant son interprétation d'un extrait de la pièce Au champ de Mars. C'est un texte de Pierre-Michel Tremblay qui a été présenté à l'hiver 2010 au Théâtre La Licorne. Cette pièce parle d'Erika, une soldate qui revient de la guerre en Afghanistan et qui va témoigner de son expérience et de son choc post-traumatique lors d'un tournage de film. Cet extrait aborde la question du traumatisme de la mémoire déconstruite, fragmentée. Pour sa présentation, Camille voulait jouer sur cette confusion, illustrer la mémoire troublée, avec une mise en scène contemporaine, cinématographique et symbolique. Bonne écoute. Action! C'était le fun, un Tim Hortons à Condor. Un beigne, un café, ça faisait un peu normalité, tu sais, c'était rassurant. J'avais mes habitudes. Un petit café, un beigne au miel. Souvent, quand on sortait, on apportait une boîte de thé Marie-Louison. Un jour, j'étais avant d'aller en patrouille au village de... Je
avant d'aller en patrouille au village de Marquand, je devais avoir un peu plus le mal de pays. J'ai pris des Timbits au lieu du beignet au miel. Justement, faut pas trop penser au pays. C'est con, là, mais pour moi, beignet au miel égale Canada. En tout cas, j'ai hésité entre des roussettes et des Timbits. J'ai pris des Timbits, une boîte de 10. Je me suis installée à l'entrée du village pour manger mes Timbits tranquilles. Puis là, j'ai vu un petit gars qui regardait ma boîte. Fait que j'en ai offert un. T'aurais dû voir ses yeux. C'est comme s'il venait goûter au paradis. Des petites boules de bonheur sucré. J'ai donné toute ma boîte. Je me suis pointée. Erika, il s'est pointé. Massoud, 8-9 ans, du cran. On le voyait dans ses yeux. On voyait aussi qu'il me trouvait forte avec mon uniforme de la couleur du sable puis mon arme. J'ai pointé la boîte et j'ai dit « Come tomorrow, here », en pointant le sol. Il m'a fait signe que oui, puis il est parti avec la boîte. Le lendemain, j'ai acheté une boîte de 40. Je me suis pointée au lieu de rencontre. Je suis là avec ma boîte de 40 Timbits. Je vois arriver Massoud qui court vers moi. Là-bas, il n'y a rien. Du sable et de l'horizon. Ça fait qu'on voit le monde arriver de loin. Dans un film, il faudrait voir le kid courir au ralenti, puis moi qui le regarde qui s'en vient vers moi en courant au ralenti. Tu sais, avec la chaleur qui fait shaker le paysage. Puis j'ai le temps de penser avant qu'il arrive. Je me dis, quand je vais revenir, ça serait pas pire avoir un kid comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Massoud approche, avec un esti de grosse mère. Tu sais, un sourire d'enfant qui sait qu'il va se bourrer la face. À environ 5 mètres de distance, un tabarnak de... J'entends plus rien. Dans la poussière puis les roches, coin de jambe qui revolent dans les airs, c'est interminable. La jambe arrachée qui tourne dans les airs avec les gouttes de sang qui splashent. J'entends même pas retomber parce que la jambe arrachée, c'est rien. C'est le reste de son corps qui ne sort plus de la tête. Son petit corps tout croche sur le sable. Le côté droit, plus de jambes, plus de hanches. Les tripes qui sortent par le trou. Il n'y a plus de bras non plus. Il est où son bras? C'est juste un moignon mauve puis rouge. Il est où son crise de bout de bras? Son autre jambe est complètement tordue, elle fait comme un V à l'envers. Son petit cou il est cassé, son derrière de tête touche son dos. Ça siffle dans mes oreilles, je veux aller l'aider. Mais je peux pas bouger. Je sens la pisse chaude qui coule le long de ma jambe. Je me rends compte que j'ai complètement effoiré la boîte de Timbits. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je gueule. Sergent Landry, m'aider, m'aider! Si, Sergent Landry! M'aider! J'ai réussi à me bouger. J'approche pour constater le décès comme on m'a appris. J'étouffe. Je pile sur quelque chose. Fuck! Son bout de bras. Je braille. Je fais dans mes culottes. Ça sent la poudre puis la marde comme quand tu frottes une allumette après avoir chié. J'ai chaud. Je suis molle. Je perds connaissance dans les bras du sergent Landry. C'est moi qui aurais dû piler sa mine.
Je vais vous présenter une pièce qui parle de nous, les femmes. Ça parle de ce que c'est que d'être une femme, de mon expérience personnelle et de celle que je perçois autour de moi. Vous allez entendre des témoignages de femmes qui ont subi différentes formes de violence et dont les voix ont été modifiées pour conserver leur anonymat. Sachez que ces témoignages ont malheureusement été extrêmement faciles à trouver et que toutes les personnes qui ont témoigné ont environ mon âge. Parce que la réalité, c'est que quand je parle de violence aux femmes autour de moi, il n'y en a pas une qui n'a rien à dire. On a toutes déjà vécu des violences, quelles qu'elles soient. Parce que c'est pas un problème d'individu, c'est un problème collectif. C'est une culture. Et ces femmes qui ont accepté de témoigner, ça pourrait être n'importe qui. J'ai parfois l'impression de faillir à ma tâche de femme, quand d'autres faillissent à leur tâche d'être humain. Parce que je suis prise de court, quand on me fixe, quand on me siffle, quand on se masturbe sur le coin de la rue pendant que j'attends l'autobus. Je sais pas quoi faire. Quand je réalise que j'ai failli, à l'empêcher de me regarder, à l'empêcher de gagner sur moi. Je peux pas fuir. Leur terrain de jeu est partout. Je peux pas fuir. Arrivé au métro, un homme me regarde intensément. Je détourne le regard, habitué à recevoir des regards insistants dans les transports publics. Je passe le tourniquet. L'homme qui me regardait se met à courir rapidement dans ma direction. Un éclair de peur me prend et je me presse à m'éloigner de l'homme. L'homme me retrouve, il me dit que je suis très belle et me demande mon numéro. Je lui dis que j'ai un chum et que d'ailleurs, je m'en vais le rejoindre. L'homme devient plus intense, plus menaçant, et répète en parlant très fort qu'il veut mon numéro. Je regarde les jeunes à côté de moi. Ils me tournent le dos. Le métro arrive enfin, et je me rue vers la rampe la plus loin du lieu où l'homme est, sans regarder derrière moi. Et je m'assois à côté d'un couple adulte qui dégage quelque chose de rassurant. Mais l'homme me retrouve et s'assoit juste à côté de moi. Mon cœur se débat. Les portes du métro se ferment, et l'homme se remet à me harceler. Il me parle fort. Je regarde autour de moi. Les gens regardent la scène, mais personne n'intervient. À la station d'après, tout mon corps me dit de quitter le siège, sauf que quitter mon siège implique de passer juste devant l'homme qui d'ailleurs me bloque le passage avec ses jambes. J'ai peur qu'il m'attrape, et j'ai peur qu'il me suive en sortant. Les portes se referment. L'homme se tait enfin et sort son téléphone. Du coin de l'œil, je le vois taper quelque chose. Il me met son téléphone devant mon visage. C'est Google Traduction. Je lis. I'm gonna fuck you hard. Je vais te baiser fort. Les portes ouvrent. Sans réfléchir, sur l'adrénaline, je me lève pour sortir. L'homme tend ses jambes pour me bloquer le chemin.
Je donne un coup de pied sur ses jambes et fonce vers la sortie. Hors du métro, je fonds en larmes. Surréel. La peur de reculer collectivement d'un demi-siècle après autant de batailles. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce qu'on crie dans le vide depuis le début? J'ai l'impression d'avoir la bouche en feu mais les paroles en cendres. Aucun mot ne se rend assez loin pour être entendu. La victoire historique du recul des droits humains au profit des hommes portefeuilles. C'est un mur qui s'érige. Ce sont les armes qui se braquent. C'est la peur qui s'infiltre encore une fois dans un pays, dans un continent, dans une maison. Être obligé de s'avorter soi-même avec un cintre, du fruit de son viol. C'est la victoire du machisme ambiant. C'est la victoire d'un criminel, d'un agresseur. Et même ici, le masculinisme se taille une place et on lui cède la parole. Même ici, les groupes anti-avortement prennent des forces et prennent la place. Abortion Pill Reversal Canada, la pilule qui permet d'annuler l'effet de la pilule abortive, est déjà en vente. Ça passe le message. Le droit des femmes sera toujours en danger. Je l'ai compris pour vrai. J'étais dans un voyage organisé. J'avais trop bu, mais j'étais consciente. J'ai embrassé ce gars-là, mais je voulais pas plus. Il a insisté, il m'a dit « C'est pas grave, t'as juste à prendre la pilule du lendemain. Come on, j'en peux plus. » Ça s'est passé. C'était ma première fois techniquement, mais ce sera jamais la première fois dans mon cœur. Pour moi, c'était l'enfer. Pour lui, c'était son heure de gloire. Il avait réussi à m'avoir. Le lendemain, j'avais l'impression que s'était passé quelque chose de grave, mais j'avais tout oublié. C'est 3 mois plus tard que j'ai commencé à me souvenir. J'étais vraiment pas consentante. Les commentaires, les toucher, être prise dans un coin, être empêchée de m'enfuir. J'ai encore de la misère à distinguer le vrai du faux. Puis comment oublier ça? Ça paraît mal. Mais c'est une combinaison de beaucoup de choses. L'alcool, oui, mais le trauma et surtout les gens autour de moi qui n'ont pas cherché à comprendre, qui ont pris pour acquis que j'étais consentante. Le tiers des femmes se font violer. On nous a dit ça quand on était au secondaire. Pour moi, ça voulait dire que dans chaque trio d'amis dans lequel j'étais, une d'elles allait se faire violer. Ou peut-être que ça allait être moi. Où? Quand? Comment? Qui? Je sais pas. Alors j'ai tout le temps peur. Même si aujourd'hui j'ai plusieurs trios d'amis où la victime a déjà été faite. Et ça me fait juste encore plus peur. Gisèle reprend le slogan féministe La honte doit changer de camp. Les réquisitions de les juges comme lui dire les réquisitions. Pour la plupart insuffisant. Les juges croient que les réquisitions n'est pas suffisante. Que la honte change de camp. Ces temps-ci, j'entends parler du procès des viols de Mazan en France. Cet homme qui a drogué sa femme, Gisèle Pellicot, et invité des gens chez lui pour la violer. En tout, 92 hommes l'ont violée au cours des 10 ans pendant lesquels son mari, Dominique Pellicot, lui a fait subir ça.
Aujourd'hui, je lis qu'un des accusés a fait ça parce qu'il cherchait un lien social. Un lien social. Romain V, accusé numéro 63. Il est entré chez elle. Le mari lui a dit « Faut pas la réveiller ». Le mari lui a dit « Tes mains sont froides, réchauffe-les pour que le froid ne la réveille pas ». Le mari lui a dit « Enlève ton parfum pour que l'odeur ne la réveille pas ». Le mari lui a dit « Déshabille-toi dans la cuisine pour ne rien oublier dans la chambre ». Ok, c'est beau. Tu peux y aller. L'homme s'est dit « Cette femme est consentante puisque son mari me donne la permission. Cette femme est consentante et voudra peut-être aller au théâtre ou prendre un verre après. Cette femme est consentante même si elle ne sait pas. » Cette femme, Gisèle Pellicot, droguée, violée, pendant 10 ans par 92 hommes. Et les avocats ont dit « Ce ne sont pas des violeurs. » Avoir peur des gens qu'on aime devient inévitable quand l'autre ne comprend pas qu'on est humain. Au début, ce qui me paraissait comme un petit contrôle mignon qui me montrait son amour pour moi s'est rapidement transformé en contrôle absolument maladif, m'empêchant de vivre ma vie pleinement. Des petits mots d'amour se sont transformés en « personne ne pourra jamais t'aimer ». C'est avec lui que j'ai eu une première relation orale. Elle n'était pas toute consentante. Lorsque je n'avais pas envie, il me disait que je ne pouvais pas lui retirer ce droit. Alors pour éviter une autre dispute, je me mettais à genoux. Il m'a fait croire que c'était ça, une relation normale. À cause de lui, j'avais des pensées suicidaires. Il lisait mes messages et voulait tout savoir de ce que je disais à ma psychologue. J'avais peur, et cette peur m'a suivi pendant la suite des 2 ans et demi avec lui. C'est lors d'un voyage scolaire avec mes amis que je me suis réellement rendu compte du problème. Il n'était pas là, et je n'avais pas de réseau cellulaire. J'étais libre, et je me suis rendu compte de ce que c'était d'être heureuse. Je me suis donné un délai de 6 mois pour mettre fin à la relation. Ce qui était dur, c'est que malgré toute la manipulation, je l'aimais. 1 mois plus tard, on est allé à un sleep-over chez une amie à nous. Autour de 1h du matin, il m'a dit qu'il était fatigué et qu'on devrait aller se coucher. Je l'ai suivi. 3 heures. C'est le temps qu'il a passé à essayer de me convaincre d'avoir du sexe oral avec lui. Il a même essayé de me toucher pour me faire comprendre, je cite, que ce n'était pas si mauvais que ça au final. Par peur, par fatigue, par désir que tout s'arrête, j'ai cédé à ses caprices. Et j'ai dit oui. Lorsqu'il a fini, j'ai pleuré et je me suis endormie avec les larmes qui coulaient sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Je me souviendrai toujours d'une chose. Pendant que tout cela arrivait, j'ai entendu mes amis rire dehors. Je me suis alors dit, passez une bonne soirée à ma place. Ainsi, quand on n'a plus rien à perdre, on s'ouvre la gueule et on crie. J'ai envie de prendre en feu. Comme un cri qui traverse les corps, j'ai envie de prendre en feu. J'ai envie qu'on soit un brasier qui s'étend par-dessus le fleuve, qui gratte le ciel avec ses flammes, qui survit. J'ai envie qu'on se fasse grande. J'ai envie qu'on se fasse immensément grande. J'ai envie qu'on se fasse océan, pour briller dans la lumière sous le soleil crevant. J'ai envie qu'on se fasse ouragan, que notre force brise le silence. J'ai envie de faire trembler les avions dans le ciel quand je crie. Que notre force brise le silence. De déchirer les toiles du plafond. Que notre force brise le silence. Je veux l'écho des braises dans nos voix. Que notre force brise le silence. Je veux la profondeur des lacs dans nos voix. Que notre force brise le silence. Je veux nos cœurs qui résonnent encore demain. Que notre force brise le silence. Que notre force brise le silence.